Accompagner des équipes à l'épreuve des violences adolescentes, comment reconstruire des normes collectives. On va essayer de réfléchir un tout petit peu autour de collectif, comment ça se reconstruit ou ça se construit, et comment nous nous débrouillons pour remettre au travail notre rapport aux normes, puisque les adolescents n'arrêtent pas de nous provoquer autour de... Il suffit qu'il y ait une limite pour qu'ils la transgressent et nous sommes obligés de faire avec les transgressions. C'est ça notre matériau de travail. Donc c'est des accompagnements d'équipe mis à l'épreuve autour de ça. Comment faire quand vous recevez des injonctions d'en haut et comment accompagner des équipes qui sont à l'épreuve et qui reçoivent des ordres avec des protocoles de déclaration des incidents. On a tout simplement copié ce qui existait à l'Éducation nationale, qui était le référentiel SIGNA, dont vous avez probablement entendu parler. Nous avons imposé à tous les directeurs de déclarer les événements qui concernaient comme auteur ou comme victime d'abord les adultes, et ensuite les jeunes entre eux à partir d'un certain niveau de gravité. Et ça veut dire en gros que ces problèmes de bonne pratique, elles répondent à la tendance générale qui est partout dans la société aujourd'hui. On est dans une société du risque, de la précaution et de l'assurance. On dit généralement que les pressions auxquelles sont soumises les directeurs aujourd'hui sont des pressions essentiellement gestionnaires et économiques. Nous sommes aussi soumis à des pressions du droit, qui viennent du droit des usagers. Et auparavant, nous n'étions pas habitués à ce que des usagers ou des parents d'usagers puissent porter plainte. Et donc, ce porter plainte, et nous, on en a eu à écluser un certain nombre, puisqu'au siège, on les voyait arriver, vous voyez bien que ça oblige les institutions à des réactions de défense. À mettre en place des protocoles qui montrent qu'on a bien traité et pris les précautions pour. Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas vraiment de l'analyse des pratiques. C'est un truc qu'on a co-construit dans des essais et des erreurs, qui est une relecture des incidents. Alors, vous voyez, il n'y a pas une technique, il y a plusieurs techniques possibles qui permettent de mobiliser différemment les équipes et de les mettre au travail d'une manière suffisamment plurielle pour qu'il y ait une chance que des questions surgissent. Donc cette relecture, ce n'est pas des petites équipes de 12 ou 15, ça peut être des grandes équipes où tous les éducs sont là. Parfois, on négocie à créer un praticable où on dit... La direction peut être là, les chefs de service peuvent être là et les psys peuvent être là. On ne le fait pas toujours, ça se co-construit avec les équipes et ça se renégocie en cours. Donc il n'y a pas l'étanchéité théorique de l'analyse des pratiques au sens puriste analytique. C'est un tout petit questionnaire qui tient en une feuille. Le but du jeu, c'est de passer de la violence ressentie et de l'effet d'agitation des équipes, et on se souvient essentiellement du dernier coup donné à la collègue, à c'était quand, c'est qui a fait quoi, à qui, où, quand et combien de fois. Et on s'aperçoit que le coup porté à un adulte qui agite tout le monde, ça se passe à peu près une fois ou deux par an, mais que ce qui nous épuise tous et ce qui nous énerve, c'est les refus de faire, c'est les « t'es qui toi, t'es pas mon père », donc des trucs très quotidiens, très fréquents, usants, qui ne sont pas des violences actives proprement dites, mais que les équipes vivent comme des remises en cause de leur autorité. Et où ils sont touchés dans « ils ne me respectent pas », d'une part, et « je n'arrive plus à avoir de prise sur eux », donc on touche le sentiment de ne plus pouvoir faire du bon boulot, dont parlait Madame Barus-Michel tout à l'heure. On fait aussi de l'analyse rétrospective d'incidents, ça c'est pas moi qui l'ai inventé,
C'est Rémi Casanova qui travaille à la PJJ, avec qui on travaille souvent. Et en fait, vous voyez, c'est une technique qui n'est pas du récit, pour le coup. On fait des grandes affiches par équipe, où on prend un incident, et on essaie de remonter en arrière, parce que généralement, les incidents, ils ne se produisent pas, ça n'éclate pas à partir de rien. Et on analyse les différentes montées en tension qui ont précédé. Et généralement, les équipes arrivent à faire baisser la tension en trouvant des petites solutions. Puis le problème revient, et ça finit par péter. Alors vous voyez que ce dispositif, c'est tout simple, c'est faire un tableau, faire une espèce de courbe de montée en tension, d'apaisement des tensions, et à chaque fois essayer de repérer les alternatives possibles. C'est une espèce de machine à faire ce que les éduques appellent prendre du recul, puisqu'on fait une analyse rétrospective. Donc ça détache de la gravité de l'incident, ça permet de se dire on n'a pas rien fait, on a tenté des trucs qui ont plus ou moins marché, et on fait aussi parfois, ce que j'aime bien faire, c'est des jeux de rôle où on rejoue la scène, et vous voyez là, on est dans la relation éducative quasiment en corps à corps avec la montée de tension et le moment où il y a escalade et où on peut péter les plombs. On fait aussi des méthodes beaucoup plus proches de ce que font les psychosociologues habituels, c'est-à-dire des récits avec des recherches de scénarios alternatifs. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme autre réponse possible? Donc en fonction de la disponibilité de l'équipe, d'où on en est, on peut varier et panacher les méthodes. Ça me semble extrêmement important parce que ça mobilise et ça met en mouvement les positions figées autrement que le rituel répétitif d'une analyse des pratiques tous les mois. On part de l'insupportable et le but du jeu, c'est un peu comme le fait Barus Michel, de travailler sur des représentations et d'interroger surtout le sens. Nous travaillons avec des gamins dont la difficulté est de ne pas supporter les limites, donc ils nous poussent à bout systématiquement pour voir si les limites tiennent, et nous sommes professionnellement, c'est ce que Bertrand Ravon appelle une épreuve de professionnalité, confrontée journellement à l'épreuve de comment je me débrouille avec l'insupportable, insupportable des gamins, insupportable de ce qu'ils me font subir. Donc, on part de l'insupportable, et le but du jeu, c'est un peu comme le fait Barus Michel, de travailler sur des représentations et d'interroger surtout le sens, c'est-à-dire des hypothèses de compréhension de qu'est-ce que le gamin pourrait bien chercher en nous faisant subir ça. Ce ne sont que des hypothèses. Mais vous voyez, à partir du moment où je me mets à faire des hypothèses, je démine action-réaction. Et je démine, il y aurait une bonne réponse éducative possible. Si nous, on n'y arrive plus, on demande au chef d'intervenir qui est censé l'avoir, et si le chef ne répond pas en excluant comme on veut, il ne nous soutient pas. L'autre idée reçue, c'est appliquons tous comme une seule tête le même règlement, ça fera de la solidité et de la cohérence par rapport aux équipes, hein, et surtout, mettons-nous d'accord sur un barème de sanctions que nous tiendrons tous ensemble, et ça va aller mieux. Ce qui est, à proprement parler, absurde. Parce que les gamins, la sanction, c'est une marque comme un poteau indicateur, une marque de limite. Le propre des gamins qu'on reçoit, c'est de transgresser en nous regardant bien dans les yeux et en nous disant « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Donc ils interrogent la réponse éducative. C'est-à-dire comment tu te débrouilles à partir de cette transgression, hein? Et alors, donc ça signifie qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et alors, l'autre idée reçue habituelle qu'on essaie de remobiliser, c'est si on cède pour un, tout le groupe va suivre. Et bien entendu, la justice, c'est la conception de l'action juste. C'est une justice égalitaire, hein, pareil pour tout le monde, alors que quand même, dans la théorie des conceptions de la justice de Piaget, les adultes, ils passent de la théorie spontanée de la justice égalitaire, la même part de gâteau pour tout le monde, à une théorie de la justice distributive. Le pauvre maigrichon affamé a droit à une plus grosse part de gâteau que moi, par exemple. D'accord ? Et vous voyez bien qu'on travaille quoi ? On travaille le sens du juste, ou de la juste réponse éducative, et là,
ça décale les certitudes, on est obligé de s'interroger et de dire comment on fait avec la question provocante qu'il nous pose. On passe à un travail que j'appelle un travail sur les normes, et plus exactement sur ce qui s'appelle, en termes techniques, et un peu pédant, la normativité. La normativité, souvenez-vous de votre jeunesse, on apprenait, quand j'étais jeune, le normal et le pathologique de Canguilhem, ça vous dit quelque chose. Et la normativité, c'est l'activité que nous déployons pour faire avec des normes, rester dans les normes en nous adaptant. Mais les normes, ce n'est pas une norme. C'est un travail avec la norme, autour de la norme pour survivre. Mais c'est un gros travail. Et l'interrogation de ce qu'on appelle la normativité, c'est essayer de mettre au travail dans l'équipe, pour chacun, quel est ton propre rapport à qu'est-ce qu'une norme juste. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va justement ouvrir des controverses, c'est-à-dire des débats sur qu'est-ce qui est juste. Alors, si je joue un peu le psy, ça nous ouvre des espaces intéressants, parce qu'on est confronté à deux dimensions fondamentales, qui sont l'incertitude de la réponse, qu'on doit supporter en tant qu'adulte, et la dimension de pari éducatif. C'est-à-dire qu'à partir de l'incertitude, on fait des hypothèses de réponse, qui sont des hypothèses d'action, mais l'usager, comme on dit, c'est-à-dire le jeune, va en faire ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Et ça, ce n'est pas du prévisible à 100%. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc, la possibilité de faire des controverses non plus sur « il suffit, il n'y a qu'à Faucon, voilà la bonne réponse », mais le déplacement sur « au nom de quoi on agit ». En termes psy, ça renvoie à la construction des horreurs qui nous habitent, c'est-à-dire un surmoi caricatural et tyrannique. Ça renvoie à ce qu'on appelle la dimension de la castration, ça veut dire je ne suis pas tout puissant, je suis aussi marqué par la loi qui me limite, et je rends des comptes à quelqu'un et je ne suis pas dans l'arbitraire. Et ça renvoie surtout à personne ne sait quelle est la bonne réponse, ça veut dire que tout le monde a le droit à l'erreur. Et qu'on sait qu'on va se planter. Et vous voyez que ça permet aussi de considérer le chef comme autre chose que le détenteur qui décide ce qui est bon et ce qu'il faut faire. Le chef, c'est celui qui est là parce qu'il faut bien s'arrêter et qu'il faut bien décider quelque chose. Mais le chef, c'est quelqu'un qui peut dire on va tenter cette solution-là et qui ne se pose pas comme garant de c'est la solution qui va permettre de résoudre tout le problème. Donc, à mon avis, une fois qu'une équipe a un petit peu, et il ne s'agit pas d'expliciter tout ça, il s'agit qu'ils les ressentent et qu'ils soient affectés et d'une certaine manière qu'ils s'en rendent compte qu'ils les réalisent, ça modifie les rapports. Assez spontanément, ils sortent des questions un peu stériles. Que fait la police, que font les chefs, il faut absolument apporter une solution tout de suite. On peut négocier à partir des controverses des compromis qui ne sont que des compromis boiteux et imparfaits, mais où on fait un travail un peu décent. Et un travail un peu décent, ce n'est pas une norme de bonne pratique. C'est autre chose. C'est affronter l'incertitude, affronter le possible et affronter qu'est-ce qu'on peut encore imaginer comme solution alors qu'on a l'impression d'avoir déjà tout essayé. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse juste? Ça ne signifie pas se mettre d'accord sur une seule version des valeurs. Il y a un brave philosophe anglo-saxon que j'aime bien, qui est un spécialiste de la casuistique, et qui a écrit un très bon, qui s'appelle Stéphane Toulmin, et qui dit un truc qui paraît tout à fait bizarre. Les spécialistes de la casuistique, ils peuvent arriver à une condition pratique identique, donc à un compromis pratique, au nom de principes éthiques tout à fait différents. Et ça, je trouve ça personnellement assez intéressant. Alors, il y a un autre psychosociologue que Barus Michel connaît bien, qui s'appelle Karl Weick, qui est un Américain,
et qui dit exactement pareil. Donc ça signifie que s'ils sont à deux d'univers différents à dire pareil, il y a peut-être des chances qu'ils ne délirent pas totalement.